Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers. Bonjour à tous, vous ne rêvez pas, c'est bien l'un des poèmes les plus connus du recueil poétique Les Fleurs du Mal que nous allons aujourd'hui aborder. Un poème où la rencontre du spleen, représenté par l'albatros, allégorisant le statut du poète maudit, tel qu'a pu le revendiquer Baudelaire, côtoie aussi celle de l'idéal. Quel est donc ce lancinant chagrin qui frappe mon poitrail? Un idéal qui se trouve ici autant dans les premières impressions que véhicule cet oiseau, tout en hauteur et majestuosité, que par l'acte poétique lui-même, transcendant le laid, le ridicule et le pitoyable en matériaux poétiques où naîtra la beauté, le beau, l'original et le bizarre. Bizarre, bizarre. Bref, vous avez affaire à un poème, quoi qu'on en dise, extrêmement riche et représentant parfaitement la quintessence de ce que l'on appelle aujourd'hui le symbolisme. Le symbolisme, c'est quoi? Non. Donc voilà. Le symbolisme, c'est un mouvement artistique montrant le monde non pas dans sa vision objective et scientifique, mais dans sa vision mystérieuse, cryptique, cachée. Je n'y comprends rien. Que veut dire symbole? Bonne question. Bonne question. Bonne question. L'étymologie du mot symbole vient du grec symbalein, qui veut dire relier. Et alors? Il s'agirait ainsi de se faire l'écho du monde des mystères, faire le lien entre le réel et l'imaginaire, le visible et l'invisible. Par la poésie, le poète vous propose donc de vivre une expérience vous obligeant à traverser, comme cet oiseau, des vents contraires. Des vents où se mélangeront le beau et le triste, la boue et l'or, le spleen et l'idéal, la dimension sacrée du poète, mais aussi sa condition ridicule, souvent marginale, critiquée, moquée et ridiculisée. T'es ridicule. Un poème pétri de tension donc qui vous mettra au pied du mur et vous forcera à vous répondre à cette question. Cet oiseau allégorisant aussi bien le poète maudit que les originaux excentriques et autres individus défiant la norme et la morale, est-il grandiose ou absolument à côté de la plaque? Jean-Pierre? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite le devenir, car avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire, oui, bon, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil? Eh ben, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est 1. Une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte. Une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il lu dans le livre? Quand est-ce qu'il a été publié? À quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir? Et un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? C'est compris? Oui? Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux poème L'Albatros, évoquant la description tout à la fois littérale et hautement symbolique d'un drôle d'oiseau. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va? Allez, on se lance. On y va, on s'élance, on tente sa chance. Le poète est semblable au prince des nuées. C'est par ces termes que nous comprenons à la fin du poème que le fameux oiseau est bel et bien l'allégorie du poète. Un poète maudit qui n'est pas sans rappeler la posture de l'artiste revendiquée par Baudelaire. Contre le monde et ses normes qui le constituent, d'où les critiques et sa marginalisation. Mais aussi au-dessus des bassesses et des petites mesquineries en comprenant par sa hauteur, de point de vue, que l'essentiel est probablement ailleurs. Deuxième poème de la deuxième édition, publié en 1861, du recueil Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, l'Albatros appartient à la section spleen idéal, comportant 4 quatrains en alexandrin à rimes croisées, alternativement féminines et masculines. Le texte fait à la fois l'éloge et la critique d'un animal, ressemblant l'air de rien, de très près, à son auteur. Pour la fluidité de mon explication, je découperai le poème en 3 axes. Le premier axe pourrait s'intituler « Une vision idéalisée de l'oiseau, notamment dans sa première strophe ». Le deuxième axe pourrait s'intituler, lui, « Une vision dépréciative du même animal, allégorie du spleen, dans les strophes 2 et 3 ». Et un troisième axe, enfin, pourrait se nommer « Conclusion mystérieuse faisant de cet animal une vision double et symbolique » dans la 4e strophe. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word, accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super.
Oui, enfin, n'exagérons rien, hein. Maintenant il vous reste quand même l'explication linéaire à faire. Après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question, merci de l'avoir posée. Eh bien, n'oublie pas de bien appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris? Oui? Oui, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Go! Dès le premier vers, l'impression qui semble se dégager du texte est un sentiment d'effroi et de solitude. Dès la première phrase, nous retrouvons la présentation des marins par une périphrase. Ce procédé, je peux le voir dans le terme des hommes d'équipage. Ce procédé, selon moi, évoque immédiatement le caractère isolé de ces hommes, seuls sur leur bateau et en marge de la société. L'aspect austère de ces marins crée ainsi un effet d'antithèse, avec la présentation des albatros, créatures plutôt privilégiées et au-dessus de la mêlée. Cette impression améliorative et largement idéalisée me paraît mise en lumière par un petit champ lexical de la grandeur. On rappellera effectivement que le vol de ces oiseaux est majestueux, avec l'adjectif vaste. Ils sont tranquilles et sereins, indolents compagnons de voyage. Cette idéalisation est peut-être là pour inviter le lecteur à mieux prendre de la distance et voir ces oiseaux, tout comme ce bateau, comme une allégorie possible de la vie. Dès le début de notre existence, nous glissons quelque part vers un voyage, la vie, qui se terminera quand ces mêmes marins accosteront. La rime « mer à mer » pourra ainsi rappeler la mort et la fin de ce voyage. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair? Oui? Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors on y retourne, deuxième axe. 1, 2, 3, partez. Dans le deuxième axe, l'impression qui domine, à l'inverse, est de voir cet oiseau non plus comme un bel élément amélioratif, mais comme une chose dévalorisante et largement dépréciative. La rupture est brutale. La locution « à peine », que l'on pourrait remplacer par « aussitôt que », montre une antithèse flagrante entre l'aérien et la terre ferme, avec des termes comme « planche » et « azur ». Cette antithèse est encore plus visible dans les impressions que laissent ces oiseaux de chaque côté des hémistiches. D'abord royaux et impressionnants, que ces rois de l'azur, puis pitoyables et ridicules, maladroits et honteux. Pour amplifier et expliciter encore plus cette impression, nous voyons aussi que les vers 9 et 10 renforcent nettement le contraste entre les termes amélioratifs et les termes péjoratifs. Pour les amélioratifs, nous avons grande et blanche, et pour le péjoratif, nous avons piteusement et traîné. La comparaison ici chosifie l'animal, l'englue dans la mer, très loin du ciel, censé être son élément. Pour moi, c'était vraiment un funambule. Il était toujours sur le fil. Il était entre l'échec et la catastrophe tout le temps. C'est quelqu'un qui a toujours frisé le lamentable et qui est toujours resté dans le ridicule. C'est que de la beauté. Ce contraste entre les termes amélioratifs et les termes péjoratifs est toujours bien présent dans la troisième strophe, largement accentuée par les phrases de type exclamatif. Comme il est gauche et veule, qu'il est comique et laid, l'infirme qui volait. Mais le point culminant de cette vision dépréciative se trouve selon moi dans les deux derniers vers de cette troisième strophe, puisque la cruauté et l'indifférence des hommes apparaissent ici dans toute leur bêtise, renforcées par le balancement venu du parallélisme de construction. L'un et l'autre. L'un agace, l'autre mime. Ces énumérations de critiques sont d'autant plus horribles qu'elles emploient le verbe voler à l'imparfait, comme si cet infirme d'oiseau à qui on aurait coupé les ailes n'avait d'oiseau que le nom, sa fonction d'être volant étant désormais réduite au passé. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Il s'agit donc sans nul doute de générer ici un sentiment de pitié propre au registre pathétique, pour mieux communier avec ce sentiment de souffrance qu'inspire le pauvre animal. Oh, tu fais trop le malinois, toi. Je vais t'attraper, je vais t'attacher derrière mon chameau, je vais te faire traverser tout le désir en marche arrière. Et rira bien qu'il rigolera vers la fin. Dans le troisième axe, il me semble en effet que cet oiseau, loin de se réduire à un simple animal, porte aussi en lui une forte portée symbolique.
C'est quoi un symbole? Ouais, mon frère il fait de la batterie, il a des symboles. L'albatros, évoqué ici par la périphrase prince dénué, est effectivement ici comparé au poète, Baudelaire sans aucun doute. Cette figure de style met ainsi en valeur une opposition entre les aspirations du poète, associées au champ lexical maritime et aérien, avec des termes comme prince dénué, roi de l'azur, hante la tempête, souris de l'archer, indolent, voyageur ailé, et ses conditions de vie quotidiennes, associées au champ lexical terrestre, avec des termes comme exilé sur le sol, sur les planches, hué, comique, empêche de marcher, boitant, traîner piteusement. On l'aura compris, cette antithèse inscrit l'oiseau, mais surtout le poète, dans un véritable écartèlement, car l'artiste est fait pour voler. Autrement dit, rêver, imaginer, créer, penser, méditer. Il est fait pour voler, mais tous ces acteurs de la comédie humaine lui demandent de ramper, autrement dit de se taire et de ne pas trop choquer la bienséance des petites gens aux valeurs étriquées. On notera, sur cette thématique, le mot « hué », qui n'est pas sans rappeler les cris des spectateurs mécontents au théâtre et qui veulent tout de suite être remboursés. Voilà, à partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est assez simple, une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la solitude, la condition du poète écartelée entre l'admiration et le mépris que lui inspirent ses semblables, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Non mais attendez, pas de panique, hein, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Allez, comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec d'autres œuvres. En l'occurrence ici, un tableau du célèbre peintre Magritte intitulé « La promesse ». Si c'est bon pour vous, alors c'est parti pour une conclusion type telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. Go! 1, 2, 3, partez. Pour conclure, nous avons donc vu que le poème L'Albatros permettait à Baudelaire de mieux allégoriser ses obsessions d'artiste, celle de montrer entre autres une série de tensions que l'artiste chérissait entre spleen idéal, boue et or, bonheur apparent et tristesse résignée. Dans Une charogne, le poète se servait d'un cadavre d'animal pour mieux réinventer le topos du tempus fugit, le temps qui passe. Un albatros, pour sa part, l'aide à mieux allégoriser le statut du poète, et ainsi de mieux réinventer le thème du bonheur, toujours inaccessible et éphémère, mais éternel par les mots, par la réécriture poétique. Une poésie qui pourrait encore mieux s'appréhender par le célèbre tableau de Magritte intitulé « Une promesse ». Tout comme l'oiseau de Baudelaire, celui de Magritte offre une vision double et déstructurante qui trouble en même temps qu'elle fascine le lecteur. En nommant sa toile une promesse, Magritte n'offre pas un bonheur clé en main, il le suggère et propose en évoquant la possibilité qu'une promesse de bonheur est peut-être parfois plus forte que le bonheur vécu. On peut d'ailleurs se demander si pour Baudelaire, à l'instar de Magritte, un bonheur poétique transmutant le malheur de la marginalité dans une pure joie créative ne serait pas plus fort que le bonheur traditionnel et un peu bourgeois de celles et ceux qui se contentent de satisfaire à leurs besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux, et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé en fin d'année. Salut! C'était vraiment très intéressant.